Bonjour à toutes et à tous, donc Adrien Maschino, designer, coloriste, co-gérant associé d'A3DC. Alors je suis désolé, du coup je vais aller un peu vite, je vais parler vite. Co-gérant d'A3DC, donc qui est la Prends ton temps quand même. On se première agence disait de design. Oui, au pire, oui. les questions seront posées une prochaine fois. Première agence de design couleur en France. Donc c'est une agence qui a plus de 45 ans. Et donc nous, on travaille et on est passionné sur la couleur à 360 degrés, à la fois en design, en architecture et en communication. Et on est plus particulièrement, depuis le départ, spécialisé dans le traitement de la couleur des villes, la couleur des collectivités, des territoires. Et on est sollicité régulièrement pour faire de la couleur territoriale à l'échelle des villes, à l'échelle des rues, à l'échelle même d'une architecture. Et je vais commencer par parler de deux exemples qui évoquent un peu le pouvoir de la couleur, enfin en tout cas qui met en œuvre et qui montre et qui démontre le pouvoir, l'influence de la couleur sur différents aspects, aussi les choses qu'on peut éventuellement décrire, remettre en question, et c'est de parler de cette espèce d'aspect envoûtant, attractif de développement de territoire, et ce qu'on appelle du marketing territorial. Et donc, comment la couleur, elle peut participer à dynamiser un territoire et développer l'attractivité d'un territoire. Alors, ce premier exemple que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, on peut dire que c'est une des rues les plus connues sur Instagram de Paris. Donc, c'est la rue Crémieux, dans le 12e arrondissement. Donc, cette rue, évidemment, elle est célèbre au premier coup d'œil quand on passe à côté. Elle est célèbre pour l'enchaînement de ses 35 façades mitoyennes, très colorées et ornées de détails décoratifs. Alors, ces maisons ouvrières, elles ont un charme distinct de par leur typologie architecturale, qui contraste déjà avec l'environnement urbain proche, mais qui contraste aussi par cette grande chromaticité. Alors, le choix de cette couleur, c'est un choix qui s'est fait au fil du temps, qui s'est fait, on peut dire, presque un choix communautaire, puisque c'est des maisons qui sont destinées à des gens modestes, qui sont des maisons du 19e siècle. Et au fil des décennies, les propriétaires ont pris l'initiative de mettre en couleur ces typologies-là architecturales. Et il y a eu une espèce de grand emballement quand la ville a décidé d'améliorer le cadre de vie de cette rue en faisant une rue entièrement piétonne. Et dans ce cadre-là, la rue a demandé aux habitantes et aux habitants de ravaler leur façade. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une réunion des habitants et qu'ils ont décidé collectivement, collégialement, de profiter de cette amélioration de cadre de vie pour également apporter de la couleur dans les façades. Et donc, c'est depuis ce travail-là qui a eu lieu dans les années 90 qu'on a aujourd'hui cette connaissance, les couleurs qu'on a en place aujourd'hui dans cette rue. Alors, après avoir été relativement méconnue, la rue Crémieux, elle a commencé à être connaître au XXe siècle. Elle a commencé à être connue à partir du moment où il y a eu ces mises en couleur-là. Et donc, c'est grâce à la couleur que la rue Crémieux a été connue et aussi grâce aux réseaux sociaux. En fait, c'est les réseaux sociaux qui ont commencé à développer la notoriété de cette rue avec ce décor qui est un décor de couleur pastel complètement instagrammable. On n'a pas besoin de filtre, on fait une photo dans cette rue-là et on est sûr de marquer les esprits et d'avoir un décor chromatique et attractif sur nos posts réseaux sociaux. Donc ça a été un véritable emballement et aujourd'hui, c'est une rue qui est extrêmement prisée des touristes, des photographes et des influenceurs et que bien qu'initialement, ce n'était pas une volonté touristique de la part des habitants, c'était vraiment, on était sur une volonté de gaieté, de cadre de vie, d'apporter de la couleur pour ces maisons qui sont vraiment mitoyennes, donc les habitants sont en proximité et qui donnent aussi directement sur la rue. Donc il y a un véritable échange et une proximité entre les habitants. Et aujourd'hui, ces habitants-là, ils sont confrontés à cette exposition sur les réseaux sociaux et cette attractivité de gens extérieurs au quartier. Alors la couleur ici, elle a joué comme je l'évoquais, elle a été vecteur d'attractivité. Elle a créé une synergie aussi entre la typologie architecturale, puisque c'est un ensemble, c'est cet enlignement de rue, c'est les maisons mitoyennes, c'est les typologies architecturales et la couleur. Donc là, on a vraiment une combinaison d'un atypisme qui crée vraiment l'intérêt fort de cette rue-là. Et on observe, c'est le cas d'école qui montre vraiment le pouvoir de la couleur et la puissance de la couleur boostée par le prisme des réseaux sociaux, le levier stratégique que ça peut représenter, la visibilité que peut représenter la couleur sur un enchaînement de rues, sur une habitation, sur une ville entière, sur un territoire entier.
qu'on remarque aussi avec ce prisme des réseaux sociaux, je l'aborde rapidement, c'est pas forcément dans le sens du roulé, c'est aussi cette envie de couleur qui, plus les réseaux sociaux aussi ont été développés, plus les écrans ont été développés, plus le prisme de la couleur est vu à travers un écran, nos écrans qui saturent les couleurs, qui colorent davantage les photos. Aujourd'hui, quand on est coloriste et qu'on prend des photos avec certains téléphones, ben, on se rend bien compte, même en n'étant pas coloriste, que les couleurs ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bien restituées. Tout simplement parce que nos outils sont faits pour nous rendre les écrans plus désirables et donc les couleurs sont naturellement boostées. Donc on a des phénomènes aussi d'accélération de coloration de certaines villes parce que les gens sont habitués à voir une chromaticité à travers les écrans. On a de nombreux lieux touristiques. Par exemple, moi, je suis alsacien. Et évidemment, l'Alsace est connue pour ses riches façades ornées en pans de bois et très chromatiques. Et il y a un effet d'emballement depuis 10 à 15 ans en Alsace, puisque on peut avoir des phénomènes de déception des touristes, puisque les touristes ont vu sur Internet, ont vu sur leur téléphone, ont vu sur écran les façades alsaciennes, ou sur des cartes postales, ou sur des photos hyper saturées. Et donc quand on arrive, certes, c'est très saturé, mais ça l'est moins finalement que l'image archétypale que peuvent nous présenter les écrans qui sont souvent plus saturés et plus retouchés. Et donc ce phénomène-là aussi pousse les villes à saturer elles-mêmes leur patrimoine pour s'aligner quelque part avec les attentes et le prisme aujourd'hui des individus dans l'univers du tourisme, où tout est fait par le prisme de l'écran pour saturer davantage les villes. Alors le revers de tout ça, hop, là, je suis allé un peu trop vite, le revers de tout ça, vous le voyez à l'écran, c'est que cette rue-là, hop, pardon. Voilà. Vous le voyez à l'écran, c'est qu'aujourd'hui, c'est trop nombreuses personnes qui se retrouvent et qui se mettent en scène sur les photos. Ça a plein de vertus, puisque non seulement les habitants se sont rappropriés leur rue avec ces couleurs-là, mais également les visiteurs. C'est-à-dire que chaque visiteur bah, va créer son histoire, va réinventer les couleurs, va la réinterpréter suivant son shooting, suivant les interactions, suivant ce qui est prévu. Et donc, chaque personne va utiliser ça comme toile de fond et va vraiment se raconter son histoire chromatique. Et il va se la réapproprier. Donc, on a vraiment ces deux histoires couleurs ou ces multiples histoires couleurs qui se propagent dans cette rue-là et qui créent un croisement de population, qui crée un tas de synergies humaines positives, mais malgré ça, on a des problèmes, évidemment, puisqu'on est tout de même sur des habitations qui sont des habitations résidentielles, où les gens ont une vraie vie, on n'est pas dans un décor de cinéma. Et donc les habitants aujourd'hui vivent un nombre relativement important de nuisances. Et pour essayer de communiquer tout ça, les habitants ont lancé un compte Instagram, c'est les photos qu'on voit ici, qui s'appelle le Club Crémieux, et donc qui est géré par les résidentes et les résidentes, les résidents de la rue et qui dénonce sur un ton humoristique et critique les comportements parfois invasifs des visiteurs. Et on en retrouve des anecdotes, des photos montrant bah, les situations parfois absurdes ou un peu loufoques causées par la surfréquentation, les habitants qui ont leurs portes bloquées par du matériel, des fenêtres envahies, du bruit constant. Il faut savoir qu'effectivement, ça nuit à la tranquillité puisque il y a des allées-venues constants, notamment le week-end. Donc ça peut poser vraiment des vrais problèmes sur le cadre de vie, alors même que l'intention première était d'améliorer le cadre de vie et de valoriser le cadre de vie de cette rue. Donc, bien que très photogénique, bah, ce lieu, bah, ça reste un lieu de vie résidentiel, comme je l'ai évoqué, et les habitants doivent vivre aussi sereinement leur cadre de vie. Donc aujourd'hui, il y a même des discussions pour rendre la rue, pour condamner l'accès de la rue à certaines heures de la journée ou du week-end, pour avoir un peu de tranquillité et éviter ces va-et-vient dans la rue. Donc là, on voit presque la difficulté, de dire l'extrême de l'outil marketing à l'extrême, qui est avec un buzz sur les réseaux sociaux qui fait qu'on développe vraiment l'attractivité, c'est évident, et l'équilibre qu'on doit avoir avec la vie des habitants qui, eux, sont dans les lieux, sont dans la ville et qui vivent leur rue. Voilà, et cette coexistence qu'on doit avoir entre les visiteurs et les personnes qui vivent localement. Le deuxième exemple de la couleur dans la ville, c'est l'exemple qu'on peut dire pour encourager le vivre ensemble. C'est l'exemple des maisons loucheurs à Brest. Alors les maisons loucheurs, ça fait référence au logement construit dans le cadre des lois instaurées par Louis Loucheur. Donc c'est le ministre français qui, au début des années 30, a fait cette loi pour résoudre une crise du logement, et c'est vraiment une intervention de l'État financière pour construire des maisons individuelles accessibles à des familles modestes.
Et donc l'objectif de ces maisons-là, donc c'est des maisons qui sont à faible coût, avec des aides de l'État aussi pour faire des prêts pour les habitantes et les habitants, pour accéder à la propriété. Et ces maisons sont reconnaissables souvent par leur architecture fonctionnelle, souvent standardisée, qu'on retrouve dans beaucoup de villes françaises et notamment à Brest. C'était dans le quartier d'ailleurs, dans ce quartier-là, à Brest, qu'a eu lieu dans les années 90 et 2000, une intervention, une action des associations locales, mais aussi des habitants du quartier, qui ont décidé, sans autorisation de la mairie, de repeindre leur façade. Donc ça a été une initiative, ils ont sorti des pots de peinture et puis ils ont peint les murs des façades. Alors, fort de ce constat, la ville de Brest a vu cette énergie et a vu cet impact positif, cette synergie évidemment entre les habitants, la cohésion et l'engouement que ça a créé localement, ont décidé de poursuivre ce projet-là et de lancer un vrai système qui s'appellerait l'objectif couleur, qui sera un procédé incitatif qui part de cette initiative issue des habitants, de concertation, de construction à l'échelle des habitants pour inciter les habitantes et les habitants à faire de même à l'échelle du quartier et même à l'échelle de la ville. Et dans ce but-là, la ville de Brest a développé un dispositif financier de subvention, tout simplement, qui accompagne les propriétaires qui souhaiteraient mettre de la couleur vive sur leur façade. Et dans ce cadre-là, le dispositif est même fait de sorte pour faciliter les échanges et encourager la concertation. C'est-à-dire, on a plus d'argent lorsqu'on arrive à convaincre son voisin, sa voisine, de repeindre sa façade en même temps que moi. Et plus je convainc de voisins, et plus je fais le projet au même moment, plus les maisons mitoyennes sont refaites au même instant, plus la subvention sera importante. Voilà, donc l'enjeu, c'est de convaincre son voisin avec l'envie de faire de la concertation, de favoriser le vivre ensemble et de vraiment de se réapproprier le quartier, de se réapproprier la voie publique quelque part aussi de la part de ces habitants-là. Donc, avec toutes ces vertus-là, qui illustrent la volonté de revitaliser un quartier de la part de la ville aussi. Et Brest est connu pour ses expérimentations urbaines impliquant les citoyens et les citoyennes, donc qui sont connus pour ce type d'initiative. Et cette initiative du coup chromatique va vraiment aussi redynamiser le tissu social local et créer vraiment un sentiment d'appartenance. Donc là, on peut dire vraiment que la couleur, elle sert aussi à recréer de l'identité à un lieu, à l'identité qui part des habitants et qui permet l'appropriation de l'espace de ces habitants dans un ensemble qu'on peut dire effectivement plutôt standard, puisqu'on a sur des habitations avec des typologies standardisées. Et donc effectivement, ça permet pour les habitants de personnaliser, on va dire, leur habitation. Alors nous, en tant que coloriste, en tant que designer coloriste, on peut avoir une lecture évidemment euh, avec intérêt, on va avoir une lecture avec intérêt de ce dynamisme et de cet enjeu social, de concertation, d'expression de soi, qu'on pense extrêmement intéressant et extrêmement nourrissant dans une démarche de création de l'identité chromatique d'une ville, d'un quartier, d'un secteur. Euh, Néanmoins, il y a des revers à tout ça. Donc évidemment, nous, on a une volonté de mettre de la couleur dans la ville, de remettre de la couleur dans la ville et de favoriser ces synergies entre habitantes et habitants. Néanmoins, lorsqu'on se penche pour ce projet, et par exemple ici, vous le voyez en photo, on compare les deux images entre l'image d'archive que vous avez à gauche et ce que vous avez à droite. Donc l'idée, c'est pas de remettre en question le sujet de la mise en couleur, mais bien le choix des couleurs et leur matérialité et leur mise en œuvre qui ne tiennent aucunement en compte dans ce cas-là précis de la compréhension de l'existant et du site d'ailleurs, du site du quartier, qui oriente complètement les démarches couleurs comme une simple démarche personnelle et intime de la relation à la couleur. Et donc, du coup, cette relation intime, elle va être complètement déconnectée finalement d'une quelconque étude préalable des fondements de l'histoire du bâti et du quartier. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici, par exemple, sur la photo ancienne. On voit qu'effectivement, toutes les maisons n'avaient pas les mêmes tonalités et que les décors et les mots nature venaient animer les façades et que ces décors et ces mots nature étaient le fil rouge, le fil conducteur d'agrément et d'intégration de ces enchaînements de façades. On a notamment les encadrements de baies et qui étaient traités de façon similaire et de couleur claire, ce qui crée un rythme et qui crée vraiment une cohérence à l'ensemble de l'enchaînement des façades et des maisons mitoyennes. Or, aujourd'hui, ce lien, il est complètement rompu, c'est-à-dire les projets chromatiques ont été complètement silotés et ce lien historique, architectural et cette homogénéité de l'environnement bâti, en fait, a complètement été balayé par ces initiatives
on va dire, en tache d'huile du fait du procédé de cette subvention qui a poussé à la coloration. Et quelque part, ben, une perte, on a dilué dans cette histoire-là l'histoire matérielle, l'histoire chromatique, l'histoire architecturale de ce bâti et même la typologie de ce bâti, puisque suivant les habitations, bah, les attraits qu'on peut avoir sur les façades, les accroches, les monnatures vont par exemple complètement disparaître. Nous, c'est ce qu'on regrette en tant que coloriste. Et Philippe l'évoquait tout à l'heure, c'est le fait d'encadrer et d'être accompagné par des experts qui ont cette connaissance, des designers coloristes qui ont cette connaissance, qui ont mis en place des méthodologies qui permettent tout à chacun de faire des choix, d'avoir ce levier-là identitaire, mais néanmoins de faire un choix sur le long terme, parce qu'on parle dans le réseau Color So Life, on parle de durabilité aussi. On peut aussi se poser la question de la durabilité d'une façade qui est faite à un temps donné sur un coup de cœur, sur une émotion d'un habitant et d'un propriétaire qui a envie de cette couleur-là comme un projet décoratif, parce que c'est une couleur qui l'inspire sur le moment donné. Donc on peut aussi se questionner de la pérennité de ces mises en couleur-là et de la durabilité. Donc voilà, donc c'est évidemment donc ces couleurs qui peuvent, ben, on le voit on les voit dans ces changements de rue qui sont relativement criardes, plutôt mal adaptées au contexte, ben, elles nuisent à la lisibilité et à la valorisation au final patrimoniale de cette rue-là, et c'est ce qui est un peu dommage. Mais après, effectivement, c'est nourrissant de cette effervescence humaine et citoyenne de mise en couleur dans un temps court. Et donc là, c'est vraiment des choses des leviers que doivent mettre en place les municipalités pour de la mise en couleur, mais qui nécessitent évidemment un accompagnement, puisque là, on voit le côté préjudiciable qu'on peut avoir sur l'histoire du bâti et sur le patrimoine architectural. Donc enfin, on va parler de la méthodologie de la 3DC. Et donc finalement, je reviens au basique, je l'ai pas présenté, mais c'est une agence qui a été créée par Jean-Philippe Lanclos, qui est le théoricien de la géographie de la couleur. Donc lui, c'est au Japon qu'il a eu ce déclic, Jean-Philippe Lanclos, du lien, du choc surtout qu'il a eu entre les architectures japonaises, les couleurs des architectures japonaises, les lumières du Japon et celles de Béthune du nord de la France où lui était originaire. Et c'est ce déclic-là qui a commencé à se faire dire qu'il y a quelque chose entre la géographie l'architecture, les couleurs, les matériaux et les lumières. Donc, de retour en France, il va commencer à dresser un inventaire méthodique des couleurs de l'habitat régional, de l'habitat vernaculaire en France. Et il va développer ce qu'on appelle aujourd'hui le concept de la géographie de la couleur, qui est le concept qu'on utilise au quotidien à l'agence et qu'on enrichit et qu'on nourrit d'expérience en expérience et d'intervention en intervention sur le patrimoine bâti français, mais même européen. Donc, de cette géographie-là de la couleur, la géographie de la couleur, c'est quoi? Bah, c'est l'existence d'une identité chromatique emblématique de chaque lieu qui possède son langage chromatique qui est façonné par son paysage, sa géologie, ses matériaux, son climat et sa lumière. Jean-Philippe Lanclos, avec l'atelier, a fait de nombreux ouvrages, notamment la couleur de France, la couleur d'Europe et la couleur du monde, notamment qui sont très connus et qui font encore office de référence aujourd'hui en architecture. Donc je vais essayer d'enchaîner rapidement, voilà, des exemples de la géographie de la couleur et de montrer aussi dans des zones géographiques relativement proches que ça veut dire la géographie de la couleur. Donc là, par exemple, on est à Gordes, donc c'est principalement des maisons construites en pierre sèche, en pierre calcaire locale. Les pierres sont extraites des carrières environnantes, puisque dans l'habitat vernaculaire, à l'époque, lorsqu'on construisait, on ne déplaçait pas les matériaux. On construisait avec ce qu'il y avait autour de nous. Et lorsqu'on construisait avec autour de nous, avec souvent la géologie locale, ben, les couleurs et les attraits chromatiques, la définition chromatique de cette géologie des matériaux locaux se retrouvaient dans les matériaux de construction et donc dans la chromaticité se retrouvait dans les architectures. Après, on a aussi le pendant culturel. On construit pas de la même façon du nord de la France que dans le sud de la France. Donc, c'est une combinaison de culture, des usages constructifs et de la matérialité locale qui fait que les architectures se colorent. Donc là, on voit très bien les couches géologiques et ces couches très blondes, grisées, et ces pierres sèches qu'on retrouve dans les architectures, ce qui fait qu'on a une parfaite intégration entre cette géologie et l'architecture. Quelques kilomètres plus loin, dans le Roussillon, on change complètement de décor. Là, on est vraiment en contraste, presque de complémentarité avec la végétation environnante. Et on se rend compte que la géologie a changé. Donc là, on est vraiment sur des falaises de terre ocrée. Donc, c'est les fameux ocres du Roussillon qui vont servir à créer les enduits, à teinter les enduits à la chaux qu'on retrouve sur les façades. Et donc, à quelques kilomètres de différence, on a une architecture qui se teinte complètement différemment
du fait de ce changement de géologie, cette géologie qui se teinte et qui se charge d'ocre, des tons jaunes jusqu'à des rouges très denses. Donc cette géographie de la couleur, on l'applique dans les études et je vais très rapidement passer sur un cas concret qui est le cas de l'étude qu'on a pu réaliser pour la ville de Cayenne-sur-Mer. On a vraiment établi tout un ensemble de méthodologies intégrant la géographie de la couleur et je vais passer avec vous du coup très rapidement les investigations et notre travail qui intègre cet aspect-là politique d'attractivité du territoire, mais aussi d'intégration à un patrimoine bâti, un patrimoine historique à des typologies architecturales, à une histoire du lieu. C'est très important de restituer l'histoire du lieu, qui peut parfois s'oublier au fur et à mesure des restaurations, au fur et à mesure des rénovations, aux variations aussi de population. On peut, dans beaucoup de centres-bourgs français, malheureusement, de la paupérisation, les gens ont moins les moyens de faire des ravalements de façade. Et c'est souvent dans ces situations-là économiques qu'on va faire des ravalements à l'économie, faire disparaître des richesses architecturales. Donc, une bonne gestion de la couleur et la mise en place de chartes chromatiques peut permettre d'endiguer, d'abîmer ce patrimoine local et de faire perdre l'attractivité, on va dire, et de l'identité territoriale et du patrimoine de ces localités. Donc, dans nos études, on commence par une investigation et un diagnostic de territoire. Donc, Cayeux, c'est une ville, charmante commune balnéaire qui est située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France. Et c'est des perspectives intactes avec des architectures qui ont évolué, assez diversifiées. C'est un travail qu'on a mené. Donc, on commence par une investigation. Il y a un diagnostic de territoire qui se passe in situ. Donc, c'est vraiment des analyses sur la géographie, sur la géologie, sur les architectures sur place, mais aussi un travail d'archives. On l'a vu à Brest, les archives et les photos d'archives nous ont montré des rapports de contraste qui sont complètement différents aujourd'hui et qui nous donnent des informations sur la matérialité d'époque et sur les traitements des façades d'époque. Donc, on va faire une analyse du paysage. Typiquement, ici, on a un contexte naturel remarquable. On a des magnifiques plages de galets connues et reconnues, qui a un énorme attrait touristique pour cette ville. Et on va faire cette analyse de matière et couleur sur le paysage, le contexte naturel et végétal. On va aussi partir à la recherche des traces du passé, de l'architecture de Caillé. Ici, par exemple, on a des crépits anciens, des patines, des ocres naturels, des murs de galets, des rognons de silex, de briques. On a des soubassements qui étaient peints en coaltar, donc c'est cette teinte noire très, très dense. Et ces matériaux traditionnels vont témoigner de la richesse, de la créativité du patrimoine architectural de la ville. Donc, on va essayer de retracer l'histoire des usages, des différentes rénovations, des différents ravalements, des matériaux, des habitudes locales. Le coaltar, c'est vraiment parce qu'on a cet aspect de pêcheur. On prenait la peinture, les peintures, le reste de peinture qu'on avait sur les bateaux se retrouvait sur les façades. Donc, c'est retracer toute cette histoire chromatique, tout ce récit couleur et matière, et essayer de reconstruire et de remettre en valeur cette histoire chromatique pour valoriser la ville, pour valoriser le territoire et pour valoriser les architectures et le cadre de vie des habitantes et des habitants. On va recenser toutes les différentes typologies architecturales, typiquement Tailleux. Au Cailleux, on passe des maisons de pêcheurs à la maison de bourg, en passant par des longères et des magnifiques villas balnéaires. Donc, c'est retracer toutes ces typologies architecturales, leur traitement, leurs usages constructifs pour étudier quelle chromaticité pourra être développée en fonction de ces typologies et souvent en fonction de secteurs, puisque les typologies architecturales, souvent dans les villes, sont plutôt sectorisées en fonction d'une activité, en fonction d'un type de population. Donc dans ce cas-là précis, on a par exemple longuement étudié le patrimoine et les tonalités de briques et de joints qui est très présente parce qu'on a beaucoup de constructions, notamment sur les villas et même sur les maisons de pêcheurs, de façades qui ne sont pas enduites, mais avec un travail des joints. Est-ce que le joint est en contraste? Est-ce qu'il n'est pas en contraste? Et ça nous permet de faire des premières recommandations, d'éviter l'écueil des nouveaux usages de jointage pour faire des premières recommandations qu'on peut aussi voir avec les appareillages de galets qui sont aussi compris dans les usages constructifs à Cailleux. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Donc, Cailleux est très connu. C'est niché Cailleux est niché vraiment sur la côte Picarde et est connu et reconnu pour ses plages de galets et son chemin de planche de plus de 2 kilomètres. Donc, c'est vraiment le grand attrait touristique de Cailleux. Et ça a été un peu notre point de départ, puisqu'en réalité, en fait, dans ces Cailleux, on s'est rendu compte qu'on se retrouvait avec beaucoup de chromaticité, mais surtout avec des couches géologiques charriées par la mer, puisque ces couches géologiques-là se détachent des falaises. Des matériaux de construction également se retrouvent à l'océan.
se retrouvent dans l'océan vont être patinés par la mer, vont être limés, polis par la mer, et on va avoir ces galets multicolores qui vont se retrouver. Donc là, par exemple, on a des qualités de gris incroyables, on a des calcaires blancs, des grès bleus, des ardoises grises, du silex gris. Et on va retrouver tout ça sur les galets. Ce que j'ai pas précisé, parce que j'essaie de faire vite. Donc, je fais un peu des grands écarts entre les sujets. C'est aussi cailleux, ça vient aussi de crayeux, de cailloux. Donc, et même étymologiquement, cailleux, c'est un endroit caillouteux au bord de la mer. Donc, il y a vraiment toute une histoire autour des cailloux, de ces galets qu'on retrouve aussi dans les usages constructifs traditionnels de cailloux. Donc, c'était essayer de reconstruire une histoire entre les usages constructifs, la matérialité et la couleur. Et quand j'en parlais de chromaticité, on ne le voyait pas sur le slide, mais voilà aussi ce qu'on retrouve sur les galets. Parce que ces cailloux, du coup, ils vont avoir une chromaticité on peut juger étonnante, on n'est pas habitué à voir ces galets chromatiques, qu'en fait, comme je l'ai expliqué, c'est les couches géologiques qui vont se décrocher des falaises et qui vont tomber dans la mer, mais aussi des matériaux de construction, des briques, des tuiles, et qui vont se faire travailler par la mer et finalement nous illustrer l'étendue de la chromaticité, de la géologie locale, des matériaux locaux. Et donc ça a été notre point de départ et ça a été comme une évidence quand on s'est rendu compte de ça, de dire tous ces cailloux de ton naturel, d'oxyde ferreux, d'ocre jaune, de galets de briques, de tuiles, ça nous propose déjà une première piste de nuancier alignée avec l'histoire de la ville et avec ses usages constructifs et avec ses matériaux locaux. Voilà, donc c'est ce qui nous a servi de guide pour créer le nuancier conseil légitime avec la ville de Cailloux. Donc, à partir de ça, on est parti en point de départ. En plus des différents relevés que nous, on peut opérer, on fait des relevés stratigraphiques, aussi des relevés d'enduit, etc. Donc, on a commencé à faire ce travail sur les galets chromatiques, de recenser ces chromaticités dans les matériaux et dans les galets. Donc ça, c'est un travail qu'on opère en agence, voilà, de répertorier l'ensemble des couleurs qu'on peut retrouver dans la matérialité de caillou. Donc voilà la richesse chromatique. Donc ça, c'est vraiment, en plus, c'est aussi l'attrait, les galets, c'est aussi l'attrait touristique. C'est-à-dire cette promenade, elle est entourée de galets. Donc il y a une légitimité très forte à aussi utiliser ces galets-là. Et là, c'est les couleurs que tous les badauds de cette promenade voient à leurs pieds et qui, en fait, ils voient leurs couches sédimentaires, ils voient leurs usages constructifs, ils voient leurs traditions locales dans les galets finalement. Et nous, c'est ça l'histoire qu'on a retracée à Cailloux-sur-Mer. Donc là, on voit la palette des couleurs dominantes. Je vais aller très vite, j'ai sauté quelques slides, mais en fait, c'est des parties pris. Donc, on a dit la source d'inspiration des galets, mais c'est aussi source d'inspiration du travail d'archives, des usages constructifs des différentes typologies architecturales, qui nous a permis d'établir un plan de coloration pour la ville, une palette principale pour les façades, c'est les couleurs dominantes, des palettes ponctuelles, qui sont plutôt les palettes de modé nature, de ferronnerie, de boiserie, de portes, de volets, etc., qui sont souvent un peu plus chromatiques et ensuite de créer des principes d'association des couleurs. Donc, on l'a vu à Brest, effectivement, qu'on a des maisons très proches, des maisons mitoyennes, mais il y a tout un enjeu sur comment, une fois qu'on a la recette, une fois qu'on a les ingrédients, pardon, on a les couleurs, on a la palette, on a ce fameux nuancier conseil, comment est-ce qu'on utilise les couleurs dans la ville? Donc, moi, j'ai ma façade, j'ai des couleurs à gauche, j'ai des couleurs à droite, j'ai un environnement, j'ai une palette, quelle couleur j'utilise? Voilà, donc c'est aussi, nous, on a à cœur de faire des outils pédagogiques et d'accompagner les habitants et les habitantes avec des ingrédients et aussi des recettes qui marchent, qui peuvent se réapproprier, qui peuvent utiliser comme grand concept, comme grande ligne directrice de mise en couleur de leurs habitations. Et donc, on va dire, essayer de balayer les points de tension, les points de complexité, notamment, il y a notamment beaucoup de maisons en duo, de maisons mitoyennes à Cailloux-sur-Mer. Et donc, comment on fait pour ces maisons mitoyennes? Eh bien, il y a une tradition qu'on retrouve sur les images d'archives de contraste de négatif positif traditionnel à Cailloux-sur-Mer. Et donc, c'est de reproduire ces usages-là et de faire ces niveaux avec les nouvelles palettes en contraste négatif-positif qui crée un ensemble harmonieux. On a une cohésion chromatique, mais qui crée tout de même une diversité et un rythme dans les maisons mitoyennes. Donc ça, c'est un des exemples, par exemple, qu'on peut citer. On travaille aussi sur des enchaînements de rues qu'on va dire idéaux en fonction des quartiers, des typologies architecturales. L'idée aussi de ce plan de planification de la couleur là on dézoome un peu, on devient de plus en plus macro, à l'échelle du plan masse, c'est aussi comment est-ce qu'on peut répartir les chromaticités qui sont, comme je l'ai évoqué, souvent dans les villes,
aligné avec les typologies architecturales, puisque les villas balnéaires, elles sont plutôt sur le front de mer. Les maisons de pêcheurs, elles sont typiquement un peu plus loin, mais proches de la mer. Et puis après, toutes les maisons de bourg, etc., se retrouvent dans d'autres densités d'urbanisme. Et donc, on a réparti le plan couleur d'intensité de couleur, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que plus on s'éloignait de la mer, plus la densité de la couleur était forte et importante, et qu'on avait plutôt des densités de couleurs pastel et claires en front de mer, et des densités de matérialité beaucoup plus soutenues et sombres, comme la brique, par exemple, à l'intérieur des terres. Donc, on a pu définir des règles, des grandes règles, des grands principes de chromaticité en fonction de quartier, en fonction de zonage. Ce qui permet d'avoir tout ça dans une même palette, ce qui permet d'avoir une vraie identité chromatique, l'enjeu, une vraie attractivité, une vraie identité à Cailleux-sur-Mer, mais avec des variations propres à l'histoire des rues, l'histoire des quartiers, l'histoire de leur architecture, de leur typologie et des usages constructifs. Pour finir, je l'avais pas évoqué, mais on a aussi travaillé aussi avec des artistes et une artiste plasticienne locale. C'était très important également de mobiliser aussi les habitants, les habitantes, les associations, les organismes locaux qui travaillent cet urbanisme-là, parce que c'est eux qui y vivent au quotidien, c'est eux qui le connaissent le mieux. Donc nous, on a aussi cette pratique-là de consultation locale et d'intégration de leur récit, de leur histoire, de ce qu'ils ont à nous raconter aussi en connaissance de leur culture, de leurs coutumes et de leurs usages. Donc ça, c'est la première aussi étape que j'ai pas évoquée, mais qui fait partie de l'audit de territoire. Quand on audite un territoire, quand on diagnostique un territoire et qu'on analyse un territoire, ben, on parle aussi à ses habitants. Quand on est sur le in situ, quand on est sur place, ben, c'est parler, prendre le temps de parler avec les propriétaires, avec les commerçants, avec les badauds. Et ça, c'est aussi hyper enrichissant quand on veut se faire une idée d'un territoire. Je l'avais évoqué sur cette promenade de planches iconique et qui draine tout le tourisme de Cailleux-sur-Mer. L'idée aussi après, une fois qu'on a fait ce travail-là, en consultation, en légitimité patrimoniale, architecturale, géographique, géologique, c'est important de raconter cette histoire-là chromatique aux habitants, de la faire comprendre, que ces habitants se l'approprient. Et pour ça, il faut faire des actions de médiation, des actions de communication puisqu'une étude, elle a beau être très fidèle, très incarnée, si elle n'est pas bien présentée, s'il n'y a pas les bons outils, si les habitants n'ont pas la médiation suffisante, le temps pour comprendre l'étude, ben, du coup, finalement, ça peut ne pas prendre, ou alors il peut y avoir un mauvais usage des documents, des nuanciers conseils que nous, on peut produire. Donc là, l'idée, ça a été, ben, en déclic, dans un projet aussi de rénovation de ces cabines de plage, de dire, ben, finalement, le support à la présentation de notre étude, ben, ce sera ces cabines de plage. Ces cabines de plage. Donc, en fait, on a proposé la mise en couleur de ces cabines de plage avec les nouvelles couleurs de la ville qui seront présentées et qui ont été présentées en avant-première sur le front de mer dans cette balade. Donc, ça a permis aux habitantes et aux habitantes, lors de leur promenade, aux touristes, de découvrir les nouvelles couleurs de la ville, de s'approprier, de s'imprégner de ces nouvelles couleurs qui ont été impliquées sur les cabines de plage. Donc, ça permet aussi de créer de l'échange, de créer de la médiation et de créer un lien entre les habitants, ces cabines de plage qui sont habitués à voir. Voilà, donc nous, on est très, très aussi sensible à cette médiation-là. On crée aussi des expositions, souvent sensorielles, où euh, toucher la matérialité des terres, aux habitants, prendre conscience finalement de la richesse de leur patrimoine, de leur usage constructif, de leurs matériaux de construction. Et souvent, quand on reconnecte les habitants à leur histoire, quelque part, les choix chromatiques qu'on leur propose, évidemment, il y a une liberté, mais en tout cas, ces initiatives-là chromatiques sont très bien perçues par les habitants parce qu'ils comprennent finalement qu'en faisant ces choix-là, ils participent eux aussi à maintenir cette histoire, couleur, matière, architecturale et à améliorer le cadre de vie. Voilà, parce que l'objectif commun au final, c'est d'améliorer le cadre de vie, d'améliorer l'intégralité du vivre ensemble, du patrimoine, de l'architecture, de l'attractivité, etc. Donc, c'était quelque chose de très vertueux pour les villes et pour leurs habitants. Voilà. Je crois que j'ai un peu débordé. Voilà. Donc là, on avait les exemples des cabines de plage qui ont été repeintes en appliquant les couleurs justement de la charte chromatique et certaines des cabines qui ont été repeintes avec les couleurs recommandées du nouveau nuancé conseil de Cahiers-sur-Mer. Voilà. Alors,